Donc j'ai fait une présentation qui va terminer par un focus sur la France. J'ai essayé de faire honneur à un maximum d'États membres, donc il y a une citation latine, donc l'Italie est là, évidemment ça fait référence aux Jeux Olympiques aussi, donc la Grèce est là, évidemment. J'ai intitulé le deuxième transparent un Economic Perspective, donc on n'oubliera pas les Anglais pour essayer d'éviter un Grexit, évidemment aussi. Donc je vais effectivement, par rapport aux présentations que j'ai entendues depuis que je suis arrivé, qui sont évidemment davantage juridiques, faire un focus sur l'économie des aides d'État, et commencer donc par vous rappeler que la commissaire à la concurrence Neelie Kroes avait impulsé en 2005 une Refined Economic Approach, donc une méthode économique affinée pour l'évaluation par la Commission européenne de la compatibilité des aides d'État. Et donc c'est essentiellement de cette mise en œuvre de cette approche économique affinée et de ses suites jusqu'à aujourd'hui, hein, donc 2006-2016, ça fait bientôt 10 ans, que je vais essayer de vous parler. J'ai quand même essayé de donner quelques gages à mes collègues juristes très nombreux dans la salle, donc on va remonter aux sources du traité. Pour cette présentation, je me suis amusé à retourner un petit peu dans la base de données de la Commission européenne sur les cas d'aides d'État pour faire un certain nombre de décomptes. Alors évidemment, ça a un inconvénient méthodologique, je ne suis pas ici pour faire de la science, mais du coup, toutes ces données sont des données qui sont sous le lampadaire des aides qui sont déclarées par les États membres. Donc on ne voit pas tout ce qui n'est pas déclaré. Mais ce que ce petit travail de recensement indique, c'est que la base communautaire principale utilisée pour les cas que la Commission a évalués depuis 2000, donc ça fait 16 ans de pratique, c'est l'article 107.3c du traité, qui permet de déclarer certaines aides d'État compatibles quand elles augmentent certaines activités, ou aussi quand elles facilitent le développement de certaines régions économiques. Mais je vais évidemment focaliser sur le développement de certaines activités parce que il y a derrière déjà un petit peu l'idée de l'effet d'incitation qui était dans le titre de ma présentation et le fait de pouvoir augmenter un certain nombre d'activités jugées prioritaires en tant qu'objectif politique de l'Union européenne, par exemple la protection de l'environnement, la recherche et le développement ou d'autres activités. Je vais poursuivre un petit peu donc, mon exercice de comptabilité. Si maintenant donc, on focalise sur les aides d'État qui ont été déclarées compatibles au titre du 107.3c et qu'on essaye de les ventiler par objectif primaire poursuivi. Alors là, ce que le comptage révèle, c'est que ce sont principalement des aides en faveur de la protection de l'environnement qui ont été déclarées compatibles, des aides à la R&D. Le troisième camembert, le vert, c'est des aides en faveur du développement de certains secteurs économiques, et le quatrième camembert, qui est d'une taille à peu près comparable, des aides pour le développement régional. Et donc là, ça me permet d'enfoncer encore un petit peu plus le clou de l'économiste. On est pour les deux premiers camemberts, donc les aides en faveur de la protection de l'environnement et les aides en faveur de la R&D, sur des activités dont les jeunes économistes assis à Dauphine et aussi les moins jeunes savent très bien qu'elles sont l'objet de défaillances de marché, externalités environnementales pour la protection de l'environnement, externalités de connaissances pour les activités de recherche et développement. Et donc, la logique qu'a poussée la Commission européenne avec son approche économique affinée depuis 2005-2006, c'est de dire quand le marché ne fonctionne pas, l'État peut avoir une légitimité à intervenir au moyen d'aides pour compenser les défaillances du marché. Et c'est une idée qui est ancrée dans la théorie économique depuis assez longtemps, au moins un siècle. Toujours dans le troisième exercice de décompte, et ce sera le dernier, je ne vais pas trop vous ennuyer avec des chiffres, mais ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe en matière d'analyse que fait la Commission européenne de la compatibilité des aides d'État. Quand on ventile toujours l'ensemble des cas déclarés, enfin l'ensemble des aides déclarées compatibles au titre du 107.3c, par instrument d'aide, puisque c'était aussi dans le titre de ma présentation, quel instrument d'aide pour quel effet d'incitation, eh bien on voit très clairement que l'instrument d'aide majoritairement utilisé, qui représente presque 40%, on va dire, de l'ensemble des cas du 107.3c, c'est direct grants, donc c'est-à-dire des subventions. Par ailleurs, les autres parts du camembert recèlent aussi certains éléments subventionnels. Alors là, ça va commencer à poser quelques problèmes à la Commission européenne pour une raison simple, c'est qu'il y a une innovation des textes communautaires de 2014. Dans l'ensemble de ces textes, la Commission maintenant indique que l'instrument d'aide qui est choisi
doit être choisi de façon à corriger la défaillance de marché que l'aide a vocation à remédier, à laquelle l'aide a vocation à remédier. Et donc, bon, voir qu'il y a autant de subventions finalement qui sont accordées, la Commission européenne fait elle-même son propre graphique de ventilation des instruments d'aide et les subventions sont encore plus majoritaires qu'elles ne le sont dans ma comptabilité à moi, pardon. En économie, les aides, elles ont, et là aussi on l'enseigne ici à Dauphine dès le premier semestre de la deuxième année de licence, on appelle ça des subventions pigouviennes. L'économie, c'est que pour pouvoir compenser une externalité, une défaillance de marché, on peut octroyer une aide, par exemple, à une entreprise qui fait des efforts de réduction de sa pollution, ou alors une entreprise qui a des projets de recherche et de développement dont les résultats vont pouvoir bénéficier gratuitement à des tiers, parce qu'on ne peut pas contrôler les connaissances. Eh bien, pour l'inciter à faire davantage de recherche et développement, pour l'inciter à protéger davantage l'environnement, on peut accorder une subvention à l'entreprise. Donc, dans ce contexte-là, la subvention paraît être l'instrument approprié, mais en dehors de ces cas-là, la Commission pourrait souhaiter à l'avenir que d'autres instruments d'aide soient utilisés que la subvention. Je vous ai beaucoup parlé, enfin, pour l'instant, plutôt de défaillance de marché, d'adéquation d'un instrument d'aide et d'une défaillance de marché. J'étais un petit peu obligé de vous faire un transparent sur l'effet d'incitation parce que c'était dans le titre de ma présentation, toujours. Un point de méthodologie acté par la Commission dans l'ensemble de ses décisions de compatibilité depuis donc au moins 2007 est très clair, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'aide d'État compatible sans effet d'incitation. L'idée, c'est très simple, c'est que l'aide doit amener un changement de comportement chez son bénéficiaire. Et donc, si une entreprise reçoit une aide pour un projet qu'elle aurait fait, même si elle n'avait pas eu l'aide, l'aide ne peut pas être déclarée compatible. Ça a des vertus, parce que notamment, ça amène à utiliser l'argent public là où il a vraiment un vrai effet. Si on donne de l'argent à une entreprise pour un projet qu'elle aurait fait de toute façon, autant l'utiliser à autre chose, par exemple à réduire les impôts. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'une aide d'État ne peut pas financer ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire l'activité récurrente de l'entreprise. Elle doit amener un projet plus gros, c'est ce que mon graphique essaye d'identifier. Elle doit amener le bénéficiaire à faire un projet plus gros que ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas fait l'aide. Et donc ça, c'est une approche contrefactuelle dans la méthode, qui est mise en œuvre par la Commission européenne, qui est assez subtile, qui est assez compliquée parfois, mais qui indique par exemple que si vous avez un projet à 10 millions d'euros de dépenses, et si la Commission européenne se convainc que sans l'aide d'État, l'entreprise aurait fait un projet un peu moins important, un peu moins ambitieux, mais dont le montant des dépenses aurait été de 4 millions d'euros, les dépenses qui sont éligibles à une aide d'État, ce n'est pas les 10, c'est les 10 moins les 4, ça fait 6. D'accord ? Voilà, là j'ai essayé de rappeler les grands principes, et maintenant je vais faire un focus sur l'Hexagone, et puis sur quelque chose que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le programme des investissements d'avenir, qui existe depuis 2010, et sur justement les instruments d'aide qui sont principalement mis en œuvre dans ce programme d'investissement d'avenir. Je ne vous demande pas de lire l'intégralité du texte, mais je m'efforcerai que la présentation soit diffusée par la suite et vous pourrez le lire en détail. L'idée, c'est que j'ai pris un extrait du projet de loi de finances rectificative de 2010 qui évalue les conséquences limitées du programme d'investissement d'avenir sur la satisfaction des critères de Maastricht par la France. Alors, c'est pas banal et c'est un lien direct avec les histoires d'effets d'incitation et d'instruments d'aide, parce que le texte dit une part majoritaire des dépenses du grand emprunt. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 35 milliards d'euros qui ont été mis sur la table à l'époque par le gouvernement en 2010, qui ont été abondés à hauteur de 6 ou 10 milliards d'euros dans le cadre de ce qu'on appelait le PIA 2, Programme d'investissement d'avenir numéro 2. Et le PIA 3, la troisième tranche, est en cours de construction, fabrication, sera discutée à l'Assemblée cette année et prévoit de remettre encore 12 milliards d'euros sur la table. Donc c'est quand même des sommes conséquentes. Et vous voyez que dans le projet de loi de finances rectificative, il est clairement dit, alors c'est un texte un peu vieux, mais une part majoritaire des dépenses du grand emprunt, 22 à 25 milliards d'euros, 63% à 71% du total des crédits, ne correspond pas à des dépenses de fonctionnement ou d'intervention, mais, c'est plus simple à lire ici qu'à mon écran, sont des constitutions d'actifs sous forme de prise de participation, de prêts et de dotations non consommables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour à la fois faire de la politique industrielle, mais en même temps pour pas trop détériorer les comptes de la France au regard des critères de Maastricht, l'État s'est efforcé de soutenir les entreprises et puis des institutions comme Dauphine ou des institutions de recherche publique, on va dire, à travers des instruments d'aide qui permettaient de dire on aide, mais en même temps, ce n'est pas imputable au sens de Maastricht.
Donc la question qui est derrière, c'est si on veut aider, mais qu'en même temps on ne peut pas faire trop de subventions, parce que typiquement l'instrument d'aide qui est imputable au sens de Maastricht, c'est la subvention, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, l'État a mis en œuvre une doctrine qui ne concerne pas les 35 milliards d'euros des investissements d'avenir, mais que nous, en tant que conseil, on voit souvent chez les projets qu'on accompagne. Une doctrine qu'on retrouve souvent, c'est pour les projets, 1/3 de subvention et 2/3 d'avance remboursable. Une subvention, tout le monde voit ce que c'est. L'avance remboursable, c'est un peu différent. C'est un financement qu'on octroie à l'entreprise, qu'elle conserve si le projet échoue, mais qu'elle rembourse comme un prêt si le projet est un succès. Donc, il faut définir d'un point de vue contractuel sur la notion de succès et d'échec. Mais grosso modo, c'est le principe. Voilà, donc vous avez ici juste un exemple d'un projet qui s'appelle un projet Guépard. Ça n'a pas grand intérêt en tant que tel. C'était un projet dans le domaine du solaire photovoltaïque, pour développer des cellules solaires photovoltaïques à très haut rendement. Bon, voilà, il y a un montant d'aide de 32,3 millions d'euros qui a été accordé. Vous pouvez faire le compte, ça fait exactement 33% de subvention et 67%, pardon, à l'inverse. 33%, oui, c'est ça, de subvention et 67% d'avance remboursable. C'était juste pour vous illustrer que la doctrine est vraiment respectée à la lettre, avec un gardien qui s'appelle le Commissariat général à l'investissement, et qui est donc un service de l'État rattaché au Premier ministre. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Le fait d'avoir une doctrine aussi rigide, on va dire, en termes d'instruments d'aide, de dire, voilà, par principe, ce sera 1/3 de subvention, 2/3 d'avance remboursable. Le premier point, c'est assez implicite, c'est que ça ne permet pas beaucoup de souplesse. Et ça ne permet pas aux opérateurs d'État, quand ils instruisent un projet, de dire, tiens, là, il y a beaucoup d'externalités, donc on va donner beaucoup de subventions, ou là, c'est plutôt un projet qui est très risqué, mais les marchés ont du mal à appréhender le risque du projet, donc ils ne financent pas, l'État va se substituer au marché, et on va donner des avances remboursables, ce qui permet de partager le risque avec la puissance publique. Il n'y a pas de souplesse, donc il y a une logique en fait d'autosélection des porteurs de projets, qui savent que par principe ce sera 1/3 de subvention d'avance remboursable. Donc qu'est-ce qui se passe? Les porteurs de projets qui sentent qu'ils ont un projet qui va bénéficier largement à la communauté à travers les externalités, réduction de la pollution, bénéfice en termes de connaissances pour les tiers, ils ne vont pas candidater. Ils ne vont pas candidater parce que eux, ce qu'il leur faut, c'est des subventions pour pouvoir justement mener leur projet à bien, parce qu'il y a un déficit de rentabilité intrinsèque du fait des externalités. Donc les projets qui vont aller candidater à ces guichets hexagonaux, avec la doctrine que j'ai mentionnée, c'est plutôt des projets justement qui seront des projets assez risqués, pour lesquels les banques ou les capitaux risqueurs ne sont pas tellement capables de bien apprécier le risque. Donc il y a un phénomène que les économistes appellent la sélection adverse. Il n'y a pas de financement de ces projets-là par le marché. L'État s'y substitue. Et donc là, ces projets-là vont être financés. Une troisième conséquence qui est assez triviale, c'est que ça va donner des projets qui vont aller se financer et créer des emplois qualifiés ailleurs. Pas plus tard que la semaine dernière, on a un prospect qui nous a dit, dans ces conditions-là, moi je vais aller au Portugal. Parce que les conditions que me propose l'État français ne sont pas satisfaisantes, alors qu'au Portugal, il y a beaucoup plus de subventions. Donc ça m'amène à ma conclusion. Je suis parti de la Refined Economic Approach de la Commission européenne mise en place en 2006-2007 et j'y reviens dans ma conclusion. Je pense que, évidemment, je n'allais pas vous dire le contraire, un peu de rationalité économique ne peut pas faire de mal en matière d'aide d'État notamment. La Commission met en œuvre cette nouvelle méthode depuis maintenant donc une dizaine d'années. Elle a été poussée encore un petit peu plus loin dans le cadre de la rénovation des textes de 2014. Elle est mise en œuvre à assez grande échelle, puisqu'on parle à peu près de 60 milliards d'euros par an d'aide d'État au niveau de 28 États membres, sans compter les mesures liées à la crise économique et financière. Donc c'est une méthode économique finalement qui est assez largement utilisée, on ne peut pas dire qu'elle soit simple, parce que ça parle quand même de défaillance de marché, d'informations imparfaites, asymétriques, etc., etc. Mais il y a une vraie rationalité que j'ai essayé d'exemplifier là dans ma présentation, qui est assez satisfaisante. Et une difficulté que je vois notamment, qu'on peut déceler à travers cette doctrine des investissements d'avenir en France, c'est que plutôt que de se méfier ou de considérer que la réglementation de l'Union européenne sur les aides d'État est un frein ou un obstacle à la politique industrielle française, je pense que nos politiques et les agences qui ont en charge la mise en œuvre des programmes d'investissement d'avenir feraient bien de s'inspirer un petit peu plus de cette méthodologie économique, d'en tirer un peu plus de rationalité et de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse et d'adaptation, d'adéquation, d'optimisation de leurs instruments d'aide aux projets et aux bénéficiaires qui leur sont soumis. Je vous remercie.